Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des problèmes de bidou avec Bénédicte de faitmoicroquer.com. Bénédicte est créatrice, photographe et auteure culinaire, spécialisée en alimentation vitalité et hypotoxique. Dans cet épisode, elle nous raconte quand et comment sont apparus ses problèmes digestifs, quels étaient les symptômes. On parle de son patrimoine génétique malheureusement pas terrible et qui l'a pas mal inquiétée, le déclic qui l'a fait changer d'alimentation alors qu'à la base elle était accro au sucre et elle avait même un blog sur les cupcakes, c'est pour vous dire. Elle nous explique ce qu'est la cure Cabot, en quoi ça consiste, ce qu'est l'équilibre acido-basique et comment le rétablir, très important. C'est assez complet puisque l'on parle également des FODMAPs qui sont très importants pour ceux qui ont le syndrome de l'intestin irritable, de l'impact de l'indice glycémique sur la santé et sur l'acné d'ailleurs, je peux vous le confirmer, ainsi que des compléments alimentaires qui l'ont aidé à réduire ses envies de sucre. Bonne écoute. Bonjour Bénédicte. Bonjour Léna. Bon, je suis contente que tu sois venue jusqu'à Pantin pour que je t'interviewe. Ça valait le détour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intestin irritable et autres désagréments santé, mais aussi de l'addiction au sucre avec toi. Mais d'abord, peux-tu nous dire un petit peu plus sur toi ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors aujourd'hui, je suis créatrice et auteure culinaire spécialisée en alimentation vitalité, hypotoxique et du bien-être. Ouais. J'anime des ateliers, je travaille pour des restaurateurs, pour des marques bio et j'ai aussi un volant d'activité sur le zéro déchet. J'anime aussi des ateliers do it yourself sur le zéro déchet. D'accord. Et avant, tu étais RH, c'est ça ? Et pendant 20 ans, j'ai géré des carrières, j'ai fait du recrutement, de la formation, notamment dans l'industrie de la mode et des cosmétiques. Et en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle ces dernières années, avec une reprise d'études en 2 étapes. Donc tu as eu pas mal de problèmes digestifs. Raconte-nous un peu quand et comment ils sont apparus et c'était quoi tes symptômes ? Alors, ils sont apparus il y a quand même assez longtemps. À la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes et les médecins que je pouvais consulter, médecins généralistes, à l'époque, disaient il n'y a rien, c'est dans la tête. Ah, ça c'est dans la tête, ouais. Voilà, t'es bien avancé avec ça. Les troubles digestifs, c'est un sujet tabou. Ouais. On en parle peu. Alors avec ton entourage proche, oui, mais j'avais l'impression que tout le monde avait des troubles digestifs et que tous les médecins trouvaient que c'était normal. Donc du coup, pendant des années, j'ai vécu en me disant que j'avais des intestins paresseux, les pauvres. Les gens ne voyaient pas des bonnes ondes, alors que pas du tout. C'était les premiers signes des syndromes de l'intestin irritable. D'accord. Et alors du coup, tu mangeais comment à l'époque ? Régime adolescente classique ? Adolescente, je mangeais des aliments hautement transformés. J'adorais la purée mousseline, les knackis. C'était mon repas du soir préféré quand mes parents n'étaient pas là. Et moi, j'ai décidé que je mangeais ça à 5 heures. C'est ça, le pire, c'est qu'on adore ça quand on est gamin. Mais en plus, c'est bourré de sucre. Donc forcément, tu y reviens. Et après, en étant étudiante, au début de mes études, j'ai commencé, je mangeais beaucoup de pâtes et de soupe en briques, avec un petit budget d'étudiante normale, jusqu'au jour où mon père en a eu marre de m'entendre râler que je mangeais des pâtes et des soupes en boîte. Et il m'a offert, à Noël, un robot multifonction et à mon anniversaire, un autocuiseur. Ma tête, parce que c'était pas vraiment à ça que je m'attendais. Et j'ai commencé à cuisiner des produits de saison, des produits frais. Et, tu t'es dit, bon, allez, on va le rentabiliser. J'avais ça dans les mains. Et je me suis dit que c'était pas mal, finalement, la cuisson vapeur. Voilà, ça a commencé. J'ai commencé un peu à changer mon alimentation, moi, directement, à ce moment-là. D'accord. Est-ce que tu allais voir des spécialistes quand ça devenait vraiment trop embêtant ? Non, parce que les médecins me disaient que j'avais rien. Donc, il n'y avait aucun élément qui pouvait me faire penser à l'époque qu'il fallait aller voir des spécialistes. Tu sais, les premières études sur les FODMAPs ont vu le jour en 2005. Moi, je te parle de ça longtemps avant. Ouais. Donc... les médecins me disaient il y a rien à faire, donc je vivais avec. Je vivais avec des symptômes en pensant que c'était parfaitement normal. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Ben oui, on s'y habitue. Une personne sur 3 souffre du syndrome de l'intestin irritable et la majeure partie des gens pensent que c'est normal. Alors que c'est pas normal, et d'avoir trop de flatulence, et d'avoir le ventre gonflé, et d'avoir de la constipation et de la diarrhée. Moi, pendant que j'étais étudiante, je devais faire du 34 et on me demandait tout le temps si j'étais enceinte parce que j'avais un ventre de femme enceinte. Ouais, moi aussi, constamment. Ouais. C'est pas normal.
Quand je mangeais du pain, des fois, j'avais des spasmes au ventre. Ouais. C'est compliqué à gérer, mine de rien. Et puis à l'époque, on ne mettait pas le doigt sur le gluten, on ne mettait pas le doigt Pas du tout. sur les aliments qui pouvaient être à l'origine de ces troubles-là. Oui, en plus, tu devais sûrement être la génération, d'ailleurs nous aussi, hein, tu sais, ne pas manger de gras, mais plutôt des produits sucrés, donc même les produits de régime qui étaient remplis de sucre. En plein, tu sais, dans cette grande vague où les diététiciens te disaient il faut arrêter le gras, allez-y, il faut manger du light, et donc haro sur les produits hautement transformés, super sucrés. Hyper sucrés. Évidemment, il y avait 0 gras, mais il y avait plein de cochonneries et de sucre. Je me souviens que je mettais pas du tout d'huile d'olive pour chauffer mon steak ou quoi que ce soit, tu vois, j'essayais de mettre moins de gras, quoi. Alors qu'en réalité, maintenant, il en faut. Est-ce que tes symptômes, ils ont pris de l'ampleur en devenant adulte ? Ils ont pris de l'ampleur. Ou est-ce que c'est toi qui as réalisé vraiment qu'il y avait un problème ? Parce que des fois, c'est ça, on s'y habitue tellement qu'on se dit, bon, c'est ma normalité. Et puis à un certain moment, on se dit, non, mais en fait, là, c'est pas normal. Il y avait des moments où ça allait mieux, des moments plus difficiles. Quand je l'analyse aujourd'hui, c'était lié au stress. Au stress que j'ai pu rencontrer dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale ou dans ma vie professionnelle. Puisque le stress est également un facteur aggravant. Totalement. En fait, j'ai vraiment pris conscience que c'était pas normal quand j'ai changé mon alimentation et quand ils ont disparu. Et quand ils ont disparu, je me suis dit... Mais on peut vivre sans ça et c'est normal. C'est la révélation. J'avais vécu pendant 20 ans avec, je me disais, c'est normal. Ouais, c'est ta routine. C'est la norme et les médecins me disent, voilà, il n'y a rien à faire. Et c'est quand j'ai commencé à changer d'alimentation que là, ils ont disparu et que ça m'a ouvert tout le champ des possibles et que je me suis renseignée sur ce qui pouvait être la cause de ces troubles. Donc tu vois, c'est vrai qu'on avait oublié au départ, on pensait que l'intestin irritable c'était par rapport à ce qu'on mangeait, ce qu'on ne digérait pas, mais en réalité il y a un autre point qui est très important, c'est le stress. Oui. Ouais. Tu peux manger extrêmement sain dans un environnement stressant ou en étant seul ou en étant dans une surcharge émotionnelle difficile à vivre, tu seras malade, même si tu manges sain. C'est un tout. Il me semble que c'est en Ayurveda où ils disent de ne pas manger avec la colère ou je ne sais quoi. Quand on est en colère, il vaut mieux éviter de manger parce que tu nourris un peu le mal. Tout à fait. À l'époque, tu avais un blog basé principalement sur des recettes sucrées. Je crois que c'était des cupcakes, c'est ça ? Oui, j'ai créé mon blog fin 2010, début 2011. Au départ, sur des cupcakes. Et j'avais beaucoup d'enfants je vivais avec des enfants petits. Et, ils devaient être contents. Hein. Les grands aussi. Ouais. Et donc, j'aimais bien leur faire des goûters d'anniversaire un peu sympas. Et donc, j'ai mis le nez dans les cupcakes. Moi, je ne les mangeais pas spécialement, mais c'est vrai que j'avais une appétence pour le sucré. Donc, j'utilisais de la farine blanche, du sucre blanc, de la crème, je faisais chauffer le beurre et cuire le beurre, tout ce qu'aujourd'hui je dis surtout ne faites pas. C'est ça qui est génial, c'est le parcours quoi. Et donc il y a un jour où tu es tombée sur un article d'un blog que tu suivais. En fait, j'avais toujours une sensibilité quand même sur la cuisine saine. Ma mère, quand j'étais enfant, avait eu des problèmes de cholestérol qui l'avaient amenée à changer son alimentation. Elle avait lu un livre de Rika Ezaraï dans les années 80. Rigole. Non, mais je l'ai retrouvée et elle dit des choses qu'on redit aujourd'hui. Mais à l'époque, elle était perçue comme un ovni. Ouais. Elle parlait des bains dérivatifs, des graines germées et des jus centrifugés. Ah oui, effectivement, elle était quand même bien en avance sur son temps. Elle était hyper en avance. Et le truc un peu hard, si je fais une aparté, c'est que ma mère, elle me faisait boire le jus oignon, carotte, citron le matin à jeun. Donc là, elle m'avait perdue. Parce que aujourd'hui, je fais boire du jus d'oignon à personne, quoi. Ouais, quand t'es... Donc, parce que c'était avec une centrifugeuse. Ouais. Et donc, du coup, tu gardais tout le côté piquant, enfin, un peu... Ah oui, mais tu mets pas tout un oignon dans un jus. Ah, j'ai jamais fait, moi, perso. Je mets du brocoli et tout, mais là... j'avais quand même ça en tête. Et j'avais, par ailleurs, un oncle qui avait vécu dans les années 80 pendant 10 ans aux États-Unis, en Californie, qui était revenu en étant formé à la naturopathie et qui me distillait des petits conseils. Donc, j'avais toujours en tête l'envie quand même de manger sain ou de faire attention à sa ligne. Et je suivais depuis un moment une blogueuse qui s'appelle Marie Chioka, qui a un blog qui s'appelle Saine Gourmandise. Et un jour, elle parle d'une cure d'un docteur australien qui s'appelle Sandra Cabot. Donc c'est une femme. C'est une femme, de la détox du foie. Et on pense détox du foie, on pense alcoolique, mais en fait non. Le foie, en fait, c'est notre première usine de d'épuration du corps. Et un foie intoxifié est le nid d'un tas d'inflammations. Mais un foie intoxifié va être intoxifié par du paracétamol, par la pollution, par une alimentation non bio.
par ce qu'on appelle les AUT, les aliments hautement transformés, le sucre blanc, la farine blanche, les produits laitiers. Ça fout la pression tout de suite. Mais c'est bien, il faut le savoir. Mais ouais. Continue. Et manger trop. Ouais. Manger trop sucré, manger trop gras. Et le foie, j'aime bien l'image de le foie, il a son bureau. Tu vois, il a ses petites bannettes, il a ses petites lunettes si tu veux, il a ses petites bannettes et il a son travail du jour. Et son travail du jour, c'est tout ce que tu vas ingérer, respirer, les pollutions, le stress, l'alimentation, les hormones. Mais si tu lui rajoutes les produits hautement transformés, il faut savoir qu'il y a du sucre qui rajoute du sucre dans tout, y compris dans des plats salés. Bien sûr. Y compris dans du jambon. Les soupes. Il y a du sucre partout. Ouais. C'est un exhausteur de goût parce qu'en général, c'est des produits de petite qualité. Ouais. Et donc, du coup, ça relève le goût et ça relève la fadeur. Ouais. Et ça te rend aussi accro. Et donc, du coup, ton foie qui a ses petites bannettes, eh ben, il va avoir ses bannettes qui montent. Tu sais, la pile de dossiers qui monte, il s'en sort plus. Il est saturé. Il peut pas embaucher quelqu'un, le petit foie. C'est dommage. Non. Il a ses potes, mais ses potes, ils font déjà leur travail. C'est ça. Le pancréas, la rate, ils font leur job, mais ils font pas le sien. Ouais. Et c'est ainsi qu'on arrive vite à un foie gras et à un foie qui peut plus travailler. Et c'est le nid des allergies, des boutons, de la fatigue chronique, des maux de tête, de maladies d'arthrose, de maladies auto-immunes, de beaucoup de maladies inflammatoires. C'est vrai que je te coupe, mais moi j'ai eu de l'acné pendant 15 ans à peu près. Maintenant j'ai complètement changé mon régime alimentaire et depuis que j'ai fait ça et que je médite et que j'ai un peu relâché toutes mes couches d'oignons de traumatisme ou d'histoire, etc. qui n'étaient pas bien digérées, c'est le cas de le dire, j'ai beaucoup moins de boutons. D'ailleurs là j'ai un peu des cicatrices parce que je fais du laser. Anyway, et c'est vrai que par exemple quand j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai tout de suite vu la différence sur la durée des boutons, c'est-à-dire qu'ils duraient moins longtemps, ils étaient moins gros. C'était pas une révélation, mais c'était déjà 50% pas mal, quoi. Ça m'étonne pas du tout. Moi, j'avais 40 ans et j'avais des boutons. C'est pas vraiment normal. Non. Mais je bouffais beaucoup de sucre. Ouais. Je mangeais, beaucoup de sucre. Et je mangeais des produits laitiers. Et je mangeais de la farine blanche, ultra raffinée, sans nutriments, sans vitamines. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui digèrent bien. Moi, je vois mon chéri, il consomme encore des produits laitiers. Il a pas un bouton, sauf quand il mange des saucissons, il a des petits boutons aux fesses. c'est typique. C'est la charcuterie pour le coup, lui. Tu vois, c'est ça qui lui fait. Mais les produits laitiers, aucun souci à digérer, ventre plat. C'est mettre du sucre aussi dans la charcuterie. Hein. Ouais. Donc souvent, les boutons, c'est à cause du sucre aussi. Antoine à la diète. Il va pas du tout aimer cet épisode. Non, pas du tout. Encore faudrait-il qu'il les écoute. Message. Donc continuons sur la cure cabote. Donc elle parle de cette cure et là je vois tout un tas de symptômes que j'ai et elle pointe du doigt des maladies de mon entourage. Oui. Et en fait je prends conscience à ce moment-là que dans ma famille, les proches, les personnes décèdent jeunes de maladies, de cancers, de problèmes cardiovasculaires. Très rassurant, quoi. Voilà, mon père est décédé à 46 ans d'un cancer et il avait un pacemaker. J'ai perdu, pareil, ma grand-mère, une grand-mère d'un côté d'un cancer à la cinquantaine, une autre grand-mère qui avait une insuffisance rénale, ma mère a une maladie auto-immune, des cancers, des crises cardiaques. C'est très tôt, effectivement. Et tous autour de la cinquantaine. Et je me dis, j'ai peut-être un patrimoine génétique tout moisi. Je vous aime, hein, j'aime ma famille. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer cette cure ? Ouais. Ok, elle est un petit peu contraignante, elle dure 8 semaines. Et c'est difficile d'avoir une vie sociale parce que les gens ne consomment pas et ne mangent pas comme ça. Donc si tu vas au restaurant, si tu vas à la cantine, si tu vas manger chez des amis, c'est pas des réflexes qu'ils ont. Donc c'est dans la durée et le lien social qu'elle est difficile. Et puis c'était un changement total d'habitude. Donc en fait, la cure cabote, elle dure 8 semaines. Ouais. Tu as 3 phases. 2, 4, 2, sachant que les 2 phases de début et de fin sont identiques. D'accord. Tu supprimes toutes les céréales raffinées, les sucres raffinés, tu supprimes tous les laitages, le café, alors un peu d'alcool, aucun produit fumé de type jambon, charcuterie, fromage, jambon fumé. Alors du coup, même tempeh fumé ou ce genre de choses, tu sais, le tofu fumé, j'imagine, non ? Ça va. Ça va ? On pense surtout, tu vois, aux produits ultra salés, bien sûr, comme la charcuterie, très transformé, le jambon, le saumon fumé, tu vois, c'est... oui. Là où c'est vraiment, ça baigne dans le sel, puisque le sel à forte dose aussi est pas top pour le foie.
Tu peux manger du poulet bio, du poisson bio et des œufs bio, sauf les 4 semaines au milieu où tu peux manger du poisson et c'est tout, enfin en termes de protéines animales. Et moi, je ne connaissais pas les protéines végétales du tout. T'as fait ça dans quelle année, quelle période ? J'ai fait ça en 2014. Beaucoup de jus centrifugés, beaucoup de légumes. Une crudité à chaque repas, des apports supplémentaires avec des graines de lin, des graines de tournesol, des graines d'amande mixées, des tisanes de thym, de romarin, ça, c'est bon, du chardon-marie. Voilà, le protocole en gros. Mais des fruits ? Des fruits, mais le focus est surtout sur les légumes et les céréales complètes et des protéines de qualité en petite quantité. Mais les 4 semaines du milieu, moi je ne savais pas cuisiner végétalien, je ne savais pas cuisiner sans crème fraîche et sans beurre. Donc j'ai commencé à me documenter et à acheter des livres de cuisine végétalienne et à découvrir bien tous les liens avec la santé, au-delà du foie. Et également, après, tu as différentes entrées dans l'alimentation végétalienne. Ça peut être la santé, ça peut être la préservation de la planète. Et les animaux, où tu découvres les conditions de traitement, les conditions de vie, d'élevage, notamment des vaches pour la production du lait. Donc, j'ai commencé à acheter des livres, à me documenter, à créer des recettes. Donc ça, c'est un pan, mais surtout, au bout de ces 8 semaines, j'ai eu un effet bénéfique que j'aurais jamais pu imaginer. Plus de boutons, une énergie de dingue, plus de fatigue chronique et une humeur formidable, au point que mes collègues de l'époque sont venus voir en me disant « Tu as fait quelque chose. Tu prends de la coke. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. J'en veux. » C'est quoi ton secret ? C'est quoi ton dealer ? C'est pas Weight Watcher. Et c'était pas une fonte de poids exceptionnelle, tu vois. C'est pas ça que tu cherchais, non ? C'est pas ça que je cherchais, mais ça fait toujours plaisir. Tu te sens mieux, quoi. Tu te sens légère, en fait. Surtout quand ça fait quelques années que tu fais un blog de cuisine avec des gâteaux. Perdre 3 kilos, ça fait pas de mal. Mais c'est ça qui était bien, c'est que du coup, quand tu connaissais pas tous les régimes végétaliens et toutes les recettes, toi, t'étais assez ouverte parce que t'étais quand même assez dans la cuisine, quelque part. Donc c'était plus simple pour toi aussi de t'y mettre. Alors oui, mais je partais de zéro. Mais quelque part, t'es un peu plus curieuse aussi, parce que tu vois, j'aime créer. Tu testes des recettes. Je teste et j'aime créer. C'est devenu mon métier de créer des recettes. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut souvent faire soi-même. Hein. C'est chiant, d'éplucher des légumes, mais bon, après, c'est bon et c'est bon pour toi, quoi. Et quand tu les prends bio, en général, t'as pas toujours besoin de les éplucher en plus. Et j'ai une question par rapport à l'alcool. Quand tu dis consommer un petit peu d'alcool, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. C'est quoi en termes de quantité et d'alcool ? Pendant la cure, en fait, on a le droit de mémoire à environ 2 verres d'alcool par semaine. Ça va, franchement. C'est pas mal. C'est pas zéro. Bon, après, je sais pas si on parle de pinte de bière, mais... Ah bah, c'est un seul verre. Non, y a pas de mais bière. En tout cas, c'est pas mal, parce que tu vois, au moment, tu peux faire un petit apéritif avec tes amis ou ton chéri, c'est bien. Mais t'as pas le droit au biscuit apéritif, t'as pas le droit à des chips, par exemple, tu ouais, vois, si on parle d'apéro. Bien sûr. Donc la cure a été formidable, en effet, sur moi, et les effets digestifs et sur ma vie en termes d'énergie et de forme ont été tels que c'était pas possible pour moi de revenir en arrière. Ouais, bien sûr. C'était pas possible de recommencer à faire chauffer et cuire du beurre, de la crème fraîche. Donc du coup, j'ai continué. T'avais déjà du monde sur ton blog ? Oui. Ouais. Une grande remise en question, quelque part. Oui, les gens viennent pour autre chose. À un moment... Tu vois, ça a dû te stresser au début. Tu as dû te dire, ah oui, effectivement, du coup, je vais forcément changer de public. Je suis pas sûre qu'ils soient tous intéressés par des recettes de, je sais pas, de houmous alors que je fais des cupcakes à la framboise, quoi. C'était un hobby à l'époque. À l'époque, c'était pas mon travail. Et je me suis dit, de toute façon, le blog, je lui montre j'y montre ce que je mange. Donc, si ça n'intéresse pas les gens, tant pis, ils iront vers un autre blog de gâteaux. Et puis, les gens qui sont intéressés par ce que je dis, ils viendront. Je le faisais plus pour moi, tu vois, que dans une optique professionnelle d'acquisition d'un public. Ouais, donc t'es restée vraiment authentique. Oui. Tu vois, t'as suivi ce chemin, peu importe. Je me sens tellement bien, je vais faire partager ça. Puis souvent, t'as envie de faire découvrir au monde entier que tu peux aller mieux en faisant tel type de régime et je de crois changement. Plus, en plus, t'as raison, à l'effet d'exemple. Ouais. Ne pas de dire faites ceci ou ne faites pas cela. Totalement. C'est voilà mon histoire, voilà sur tel symptôme, quel résultat j'ai eu. Et contre toute attente, en fait, j'ai des gens autour de moi qui ne me parlaient pas spécialement de leurs symptômes, mais des amies, elles m'ont dit j'ai lu ton article, j'ai fait la cure. Ah bon ? Ça fait plaisir, c'est intéressant. Je vais mieux et je mange comme ça.
c'est génial, mais bravo. Bah oui, c'est sûr. Alors que j'étais pas allée frapper à la porte de tous mes amis en vidant leur frigo et en leur disant ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ouais. Elles l'ont fait d'elles-mêmes et je me suis dit ben, c'est ça la valeur de l'exemple et les gens testent et s'ils voient un effet bénéfique, tant mieux. Quand j'ai changé d'alimentation, je me suis demandé si j'allais pas modifier mon blog, si j'allais pas retirer plusieurs années de recettes sucrées, parce que ça n'avait plus de sens. Et j'ai fait le choix de garder tous les cookies, les cannelés, tous les cupcakes, parce que c'est vraiment mon chemin. C'est mon histoire. J'adore le sucre. Je faisais plein de gâteaux. J'ai eu cette révélation. J'ai changé. Je me suis dit, c'est mon histoire. C'est mon parcours de vie. Et je ne vais pas me cacher. Je n'ai pas honte. C'est mon chemin. Donc, le blog raconte mon histoire. Donc, tu as une catégorie cupcake qui persiste. Plus à titre, ben voilà. Voilà par où je suis passée pour en être là où je suis aujourd'hui. Ouais. Quand j'ai changé d'alimentation, je me suis demandé si j'allais pas modifier mon blog, si j'allais pas retirer plusieurs années de recettes sucrées, parce que ça n'avait plus de sens. Et j'ai fait le choix de garder tous les cookies, les cannelés, tous les cupcakes, parce que c'est vraiment mon chemin. C'est mon histoire. J'adore le sucre. Je faisais plein de gâteaux. J'ai eu cette révélation. J'ai changé. Je me suis dit, c'est mon histoire. C'est mon parcours de vie. Et je ne vais pas me cacher. Je n'ai pas honte. C'est mon chemin. Donc, le blog raconte mon histoire. Donc, tu as une catégorie cupcake qui persiste. Plus à titre, ben voilà. Voilà par où je suis passée pour en être là où je suis aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, c'est le parcours. Et du coup, j'ai continué à m'appassionner. De la cure Cabot, j'ai continué à me documenter. J'ai découvert que la meilleure alimentation, santé et vitalité qu'on recommandait, c'était l'équilibre acido-basique. Alors, dis-nous en plus justement sur l'équilibre acido-basique. Alors, en fait, notre corps met tout en œuvre pour maintenir l'équilibre acido-basique. Et si on a trop d'acidité dans le corps va aller puiser dans ses réserves de minéraux. Et c'est là où on va tomber malade. Même l'ostéoporose, etc. Non ? Exactement, puisqu'en fait, dans les minéraux, il va aller chercher dans les muscles, dans les reins, dans les os. Ouais. Donc du coup, l'accroissement d'acidité dans le corps, c'est l'accroissement d'inflammation. Mais aussi trop de sport, trop de viande, ça acidifie. Bah, c'est un stress, le sport, pour le corps. À haute dose. Bien sûr, ouais. Les crossfit. Ouais. Bah, tout ce qui est à la mode en ce moment, le HIIT, le crossfit, c'est bien, mais tout le monde ne le tolère pas. Moi, par exemple, non, pour mon petit corps, c'est compliqué. Derrière, si tu te lances dans ce type d'activité, je pense qu'il faut être vraiment suivi d'un point de vue avec un praticien de santé, et un nutritionniste ou un naturopathe, et avoir vraiment une alimentation où tu vas basifier, alcaliniser pour équilibrer, contrecarrer toute l'acidité que tu envoies à ton organisme. Ouais. Parce qu'en général, ils mangent aussi beaucoup de protéines animales. Justement, puis ils font aussi, tu sais, la whey protéine. Donc, ils font des shakes de whey protéine qui sont hyper acidifiants. En plus, c'est du petit lait, de la petite protéine de lait. C'est vraiment pas bon. Ou tu vois, moi, par exemple, c'était parce que j'étais déjà trop stressée. Donc, en fait, ça rajoutait du stress à mon corps et c'était le trio perdant. Oui, parce enfin, que le duo perdant. Le stress, comme on le disait tout à l'heure, le stress est aussi un facteur d'acidité dans ton organisme. Totalement. Donc, il faut rétablir cet équilibre et pour l'aider, c'est manger plus d'aliments basifiants, alcalinisants, donc plus de végétaux, des céréales complètes, un peu de protéines, mais des protéines de qualité, mais c'est surtout beaucoup de végétaux. Ouais. C'est surtout ça. Bah, quand tu vois, tu sais, le modèle de l'assiette française recommandée dans les écoles, c'est toujours pas terrible. J'avais vu au Canada, ils avaient changé, c'était beaucoup mieux. Il y avait beaucoup plus de parts de légumes et de légumineuses. Mais alors en France, on a encore... Pour te donner un peu un exemple, ce qui est acidifiant, c'est la viande, le poisson, les œufs, les fromages, les produits laitiers et les céréales raffinées. Ouais. Ce qui va être alcalinisant, c'est tous les légumes verts, tous les légumes racines, les fines herbes, les aromates. Oui, les citrons, par exemple, les citrons ne sont pas acidifiants. C'est pas parce qu'ils ont le goût acide qu'ils sont acidifiants. Ils sont alcalinisants à l'intérieur. Après, tout le monde ne le tolère pas. Si on parle du jus de citron, il est pas conseillé pour tout le monde, notamment en Ayurveda. Mais en effet, le citron est alcalinisant. Il vaut mieux commencer par un verre d'eau chaude, une tasse d'eau chaude pour nettoyer.
après la nuit de sommeil. Et puis, comme en fait, t'as la nuit, tous tes organes émonctoires se font le l'auto-wash pour les aider à terminer cette détox naturelle qui a lieu toutes les nuits. Une tasse d'eau chaude, voilà, c'est, je dirais, plus général. Le citron va pas. Il y a des personnes pour qui ça va très bien, mais tout le monde ne le tolère pas. Et surtout, faut pas le faire toute l'année parce que Non, pas toute l'année. ça va t'abîmer l'émail de tes dents notamment, et pour ton corps, il y a besoin de changer. C'est comme tout, il faut varier. Ouais. Donc, du coup, de l'équilibre acido-basique. Ensuite, ont commencé à apparaître, tu sais, toutes ces cures, tous ces livres de I Quit Sugar, toutes ces cures en 21 jours pour arrêter le sucre. Et je me suis dit, mais tiens, je vais essayer. Je n'ai jamais réussi à vivre 21 jours sans sucre. Trop stressant, tu te mettais une pression de dingue et c'était compliqué pour toi, tu te sentais pas bien, c'est ça? Mais c'est que, en fait, j'étais trop accro au sucre Ouais. pour pouvoir arrêter pendant 21 jours. Ouais, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. On s'en rend pas compte en Non. fait. On s'en rend pas compte. Non, on ne s'en rend pas compte sauf au moment où on veut l'arrêter. Il y a eu cette étude, tu sais, en 2007 qui a été faite sur des rats. Je ne sais pas si tu la connais. On a, dans un laboratoire, donné de la cocaïne et du sucre à des groupes de rats. Les rats qui étaient le plus accros, c'était les rats à qui on avait donné du sucre, à qui on retirait le sucre, plutôt que les rats à qui on avait donné de la cocaïne. Ouais. Donc c'est une drogue dure, en vente libre, qu'on retrouve dans tous les aliments ultra transformés, dans toutes les écoles, dans tous les machines snack, dans les céréales du petit déjeuner. Bah, notre enfance, quoi. Je pense que toi, c'était pareil. Et dans toutes les alimentations faciles. Tu vas vouloir manger quelque chose, tu vas avoir un distributeur avec que des barres chocolatées, avec que du sucre rapide, que du sucre. Et donc, du coup, c'est ces bouquins-là qui t'ont fait prendre conscience de ton addiction au sucre? Oui. Je m'en étais quand même rendu compte avec la cure Cabot en me disant qu'en l'arrêtant, ça allait quand même beaucoup mieux. Oui, t'avais déjà pas mal réduit. J'avais pas mal réduit, mais je n'arrivais pas à passer à 0. Pour la cure Cabot, en sucre, on a droit à du miel ou des choses comme ça, ou aucun sucre? On a le droit à des sucres, mais des sucres de mémoire complets. Des produits non raffinés de type rapadura, mais en petite quantité. Oui, de toute façon, le mieux, c'est de réduire au maximum. Ouais. Tu as le droit à des desserts, hein, mais voilà. Donc tout ça, ça m'a aidé. Ça m'a amené aussi à m'intéresser à l'indice glycémique, à l'impact de l'indice glycémique, et donc à vouloir aussi, et à me rendre compte que quand je mangeais en IG bas, je me sentais mieux. Ah oui, mais ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et je pense qu'on en parle de plus en plus, justement, de l'indice glycémique. Heureusement. Tu vois, par exemple, les gens qui mangent pas bien, ils ont plus de chances d'être obèses ou d'avoir du diabète, mais aussi de se blesser. Oui. Ça perturbe les hormones, ça va te perturber du coup ton collagène, ça va te perturber tes tendons. Enfin, c'est impressionnant, hein, la cascade d'effets secondaires que ça a. Et malheureusement, c'est quand les gens sont malades qu'ils se disent il faut que j'intervienne et que je change quelque chose. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi de reprendre des études en naturopathie pour cette vision holistique et globale qui est de la prévention, comme en médecine traditionnelle chinoise où on te dit mais maintiens ta bonne santé, aide ton organisme à être à son équilibre et à être bien, n'attends pas qu'il soit malade. Voilà, comme en France, comme on fait dans les pays occidentaux. Oui. Et du coup, une cure Cabot, tu en fais tous les combien? Alors, j'ai jamais réussi à en faire une complète, Ouais. donc j'en fais des petits bouts. Oui, Parce qu'avec mon activité professionnelle, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas goûter les recettes que je crée. Mes clients ne me commandent pas forcément des recettes qui collent avec. Donc du coup, j'essaye d'équilibrer mon alimentation. Si je vais faire un gros repas le lendemain, je vais me faire qu'un green smoothie ou un petit déjeuner 100% végétal. Voilà, j'essaye d'équilibrer. Tu as trouvé un équilibre? Je dirais c'est on progress. Ouais. Parce que dans ma vie aujourd'hui, je peux aussi subir comme tout un chacun du stress. Et le stress met tout par terre. Ah, t'as envie de manger. Hein. Mais même si tu manges bien, mais que tu es dans une situation stressante qui n'a pas été résolue, ou en tout cas que tu traverses à un moment une période stressante, c'est comme si tu mangeais mal.
Et l'école de naturopathie, tu l'as fait à la suite de la cure Cabot quand tout a changé? La première formation que j'ai suivie en 2016, c'est une formation qui était dispensée par un nutritionniste et diététicien que je salue, qui s'appelle Charles-Antoine Winter, qui a malheureusement arrêté cette formation. C'était une formation d'acteur et de santé durable, qui liait l'alimentation saine à l'impact sur la nature. Notre impact sur la nature, en général, pas forcément dans son assiette, c'est un sujet qui m'intéressait depuis longtemps. Il y a très longtemps, je faisais partie d'une association écologique. On grimpait dans les arbres et on faisait grimper les adultes et les enfants dans les arbres jusqu'à la canopée pour les sensibiliser au respect de la nature. Donc ça m'a complètement parlé. Il préconisait l'équilibre acido-basique. C'était fait pour toi. Constellé de médecine traditionnelle chinoise, c'était pour moi. Mais c'était une formation assez courte que je faisais en plus de mon travail. Et c'est quand j'ai décidé de ma reconversion que je me suis dit, je veux aller plus loin, même si je ne veux pas m'installer en tant que naturopathe et soigner, mais toujours en gardant dans mon activité de création culinaire. Je veux aller dans une formation qui est holistique, qui respecte la nature et tous les dons et les bienfaits de la nature et qui prend l'être humain dans sa globalité, également son stress, son environnement, la respiration. Donc c'est comme ça que j'ai commencé une formation il y a 1 an et demi en naturopathie. Tu fais quelle école? Je fais l'Institut français des sciences de l'homme, l'IFSH, à Paris. Ça peut intéresser pas mal de personnes. Alors on va parler un petit peu des FODMAPs. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est? Alors oui, les FODMAPs, c'est un acronyme anglais qui détermine des sucres à chaîne courte. F, c'est pour fermenticible. Le O, c'est oligosaccharides. D, disaccharides. M, monosaccharides. N, polyols. Je dis le S à la fin pour le S de FODMAPs. Ce sont des aliments qui sont réputés bons pour la santé, mais qui pour certaines personnes vont s'avérer être problématiques. Mais ils ne vont pas être problématiques par hasard. Ils vont être problématiques parce que les personnes souffrent de syndrome de l'intestin irritable et ne le savent pas. Donc si on n'arrive pas à digérer un des aliments qui sont dans les listes des FODMAPs, c'est souvent le signe avant-coureur et précurseur d'un syndrome de l'intestin irritable. Donc, pour te donner des exemples, les fruits, ça va être tout ce qui est melon, pastèque, pêche, raisin, pomme. Je ne peux pas te dire que c'est à la base des fruits mauvais, mais pour certaines personnes, ça va avoir un effet délétère qui va être soit de la constipation, soit de la diarrhée. Moi, les pommes, par exemple, je ne supporte pas quand elles sont crues, ça me fait un ventre ballonné. En compote, ça passe. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Moi, j'adore les cerises. Ouais. Ben, je suis obligée de limiter ma consommation de cerises parce que sinon, j'ai un ventre énorme. Je suis enceinte de 6 mois après une poignée de cerises. Donc c'est forcément lié à l'intestin irritable? Oui. Ok. Tu as tous les légumineux. Tu as beaucoup de légumes comme l'ail, l'oignon, l'asperge, les poireaux, le fenouil, l'artichaut, les farines raffinées, de blé, d'orge, de seigle, tous les produits laitiers, les produits de lait de vache, certains fruits secs et les édulcorants. Ah, c'est fou, les FODMAPs, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que des fruits et des légumes, alors qu'en réalité, il y a aussi des produits laitiers, des édulcorants, tu vois, il y en a plein. Oui. Ton chéri qui mange des saucisses et de la charcuterie, eh ben, tu pourrais lui dire que ça contient aussi souvent du blé, de l'ail et des oignons. Donc ça contient des FODMAPs, alors qu'on ne pourrait pas penser. Et donc le mieux, c'est de tester pour savoir. C'est de tester l'élimination. Alors, certaines personnes vont savoir. Par exemple, j'ai su assez tôt, j'adore les champignons, mais je sais l'effet que ça me fait. Ça te fait quoi comme effet? Parce que c'est intéressant, moi ça me donne de la nausée. Alors, ça peut donner de la nausée, ça peut donner des flatulences, Ouais. ça peut être constipé, des ballonnements. Alors ouais. ça, l'artichaut. Et j'avais, au moment où j'ai découvert les FODMAPs, reçu un livre d'Isson Leduc qui s'appelle Les FODMAPs pour les végétariens. Intéressant. Ah oui, c'était parfaitement intéressant parce que dans l'alimentation acido-basique, je mange 80% de végétaux pour... 3/4 de végétaux pour 1/4 de protéines d'origine animale. Donc ça m'intéressait. Donc j'ai découvert toute la liste des produits qui étaient incriminés. Les produits laitiers, je le savais déjà. Je les avais déjà éliminés. Donc ça c'était déjà fait. Mais les oignons, les poireaux... donc c'est déterminé. Chacun va déterminer les groupes d'aliments en faisant des essais, en faisant des tests. Ouais. Et c'est fou, il y a plein de gens du coup qui vont manger plus sain,
Donc ils vont se dire, je mange plein de légumes, donc ça devrait aller. Pourquoi je vais pas bien? Pourquoi je suis ballonnée? Je ne comprends pas. Et c'est ça, c'est les FODMAPs qui sont en partie responsables. Parce que comme on conseille dans l'équilibre acido-basique ou même dans la cure Cabot de manger des protéines végétales, mais une protéine végétale, elle va être complète à partir du moment où puisque ce sont des enzymes qui sont incomplètes, donc il faut les supplémenter, les associer, un légumineux avec une céréale. Sauf que si tu prends une céréale raffinée, si tu prends un légumineux qui n'a pas été trempé et que tu vas mal digérer, tu vas te retrouver avec d'autres symptômes en te disant mais merde, je mange bien, donc qu'est-ce qui se passe? Donc il faut décortiquer tout ça. Tu sais que si tu manges des légumineux qui sont en conserve plutôt que des légumineux que tu vas acheter en vrac et que tu vas faire tremper, l'eau de saumure, si tu la jettes, tu peux la recycler, mais si tu la jettes et que tu rinces tes légumineux, ils vont être plus digestes. Si tu les fais tremper dans du bicarbonate de soude, ils vont être plus digestes. Il faut aussi beaucoup plus les mâcher. Ouais. Donc il y a des tips comme ça, il y a des trucs pour mieux digérer. Pour mieux digérer les FODMAPs. Évidemment, pour déterminer les FODMAPs que tu supportes ou que tu supportes pas, c'est mieux de te faire accompagner par un praticien de santé, un naturopathe. Parfois, simplement diminuer les quantités et beaucoup mâcher, ça aide. Il suffit de manger un peu moins, mais d'en manger quand même, et de pouvoir tolérer un aliment que moi j'adore, le houmous. Mais les pois chiches. Les pois chiches ou les falafels, j'adore ça, mais du coup j'en mange en plus petite quantité. Ah oui, libanais, moi je me souviens, j'en avais mangé une fois, mais j'ai mis 4 jours à m'en remettre. C'était impossible, parce que là il y a des oignons, il y a des légumineuses, il y a de l'ail. La totale. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de noter ce que je ne digérais pas, qu'est-ce que j'avais mangé la veille, le jour même, etc. Et au bout d'un moment, tu vois la répétition d'aliments. C'est un très bon réflexe. Mais c'est quand même mieux d'être accompagné par quelqu'un qui est spécialiste, parce que des fois, tu sais pas combien de temps tu dois arrêter. Ça peut être 3 semaines, comme ça peut être 6 mois, donc c'est mieux d'être accompagné. Et l'idée, c'est pas de supprimer les FODMAPs à vie, c'est de les supprimer tant qu'ils ne te réussissent pas. Ouais. En général, tu vas pouvoir les réintroduire, mais à partir du moment où tu auras fait une cure de régénération de l'intestin, et ça, tu peux le faire avec un praticien de santé qui va te faire vraiment un protocole personnalisé par rapport à ta constitution, par rapport à ton parcours de santé et par rapport à ce qui t'est arrivé dans ta vie avant pour en arriver là. Quand je disais les FODMAPs sont des sucres à chaîne courte, ce sont des sucres. Donc on en revient toujours aussi au problème de cette grosse quantité de sucre qu'on amène dans l'organisme et qu'on ne peut pas supporter. Ouais. Est-ce que tu as vu des spécialistes ou d'autres disciplines qui t'ont aidé en plus de ton changement d'alimentation? J'avais fait un moment un test sur le gluten auprès d'un gastro-entérologue qui m'a dit que fort heureusement je n'étais pas intolérante ou allergique, mais que j'avais une hypersensibilité au gluten et qu'il fallait que j'aille voir du côté des FODMAPs. Tu continues à éliminer les FODMAPs maintenant? Ça tourne? Ça tourne, j'en réduis les quantités, mais les symptômes reviennent en fonction de mon état, l'état de mes intestins, l'état de stress dans lequel je suis. C'est pour ça que je dis c'est toujours on progress et toujours à surveiller. Et c'est vrai qu'il y a des fois, tu vas passer un bon moment avec tes amis, tu vas manger quelque chose que tu ne digères pas trop, mais ça va très bien se passer parce que tu seras paisible. Et par contre, si tu manges entre midi et 2, t'es pressé, t'as un rendez-vous client ou quoi que ce soit, là, t'es ballonné toute la journée. Si tu manges sous stress, tout seul dans ton coin, ton quinoa, ça va pas être mieux. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut manger de la pizza tous les jours. Mais en effet, un repas qui n'est dit pas sain, mais pris dans des bonnes conditions, peut être bien mieux toléré par l'organisme qu'un repas sain, pris stressé ou par orthorexie, en se disant « il faut absolument que je mange ça ». Ouais, totalement. Et je dis en général, c'est 80-20. 80% d'alimentation saine et 20% de lâchez-vous. Ouais. Et puis après, tu t'habitues. Au départ, tu dis « Oh mon Dieu, mais comment je vais faire? C'est chiant faire une liste. » Au final, ça fait quand même du bien parce que tu peux trier les aliments qui te font du bien et ceux qui ne te font pas du bien. Et puis après, tu écoutes ton corps. Oui. Tu commences à le connaître. Tout à fait. Et ton corps, il va te dire « ça me fait du bien, ça me fait pas de bien ». Quand, après la cure Cabot, je me suis dit « mais je gagne en énergie, j'ai pas envie d'être à nouveau fatiguée. Donc je vais pas retourner à manger du sucre blanc et de la farine blanche ou des produits laitiers parce que je sais dans quel état je vais être. » Je vais te dire, moi j'adore la baguette. Si tu m'en mets une sous le nez, ça va être difficile pour moi de résister. Mais tout de suite après, je vais avoir un coup de barre, je vais même avoir une baisse de morale et je vais avoir envie de dormir et je vais pas être bien. Donc et à force, ça c'est de l'hypersensibilité au gluten. Donc à force tu te dis ok, la baguette elle est bonne, mais en vrai j'ai envie d'aller bien. Oui, ça dépend à quel point tu es déterminé d'aller mieux. Et en fait il faut l'avoir vécu par toi-même dans ton organisme.
Je me souviens, en tant que blogueuse, j'avais été invitée à l'inauguration d'une des premières pâtisseries qui existait, avec de l'indice glycémique bas, pas trop de produits laitiers et pas de gluten. Euh, donc je déguste des pâtisseries. Tu peux pas avoir l'équivalent, tu peux pas retrouver l'équivalent de ton chou à la crème, de ton éclair. Donc je découvre, je te parle de ça il y a vraiment plusieurs années, donc les saveurs. Et je me revois sortir en me disant, mais c'est bizarre, je ne suis absolument pas lourde et je ne suis pas ballonnée, je n'ai pas le cœur au bord des lèvres, comme je le suis en sortant d'une pâtisserie traditionnelle, classique, où j'ai été invitée la semaine dernière pour le lancement et l'ouverture d'une nouvelle pâtisserie. Et c'est en testant sur soi-même que je me suis rendu compte que, manger une pâtisserie qui est faite avec de la crème et avec du beurre, c'est bon sur le moment, mais juste après, je ne me sens pas bien. Versus une pâtisserie saine où je vais la manger et juste après, je vais me sentir bien. Ouais. Et c'est que en faisant ces tests-là individuellement, personnellement, et en le vivant et en l'expérimentant et le testant soi-même, qu'on choisit l'orientation qu'on veut prendre à son alimentation et qu'on se décide et qu'on le fait. Je ne suis pas dans les dictates, je ne dis pas faites ou ne faites pas. Je dis juste, si ces symptômes vous parlent et que vous avez envie, testez sur vous. Voyez la différence. Et si vous voyez la différence, venez. Venez, je vais vous accompagner et on va trouver des solutions. Vous pourrez trouver des praticiens de santé et des idées de recettes où vous vous sentirez mieux, puisque l'idée, c'est d'aller mieux. Est-ce qu'à côté de ça, tu as des compléments alimentaires qui t'ont aidé ? Ça dépend des périodes. Si je me rends compte que je vais être un peu trop attirée vers le sucre, je vais faire une cure de chrome. Pourquoi ça fait quoi avec le sucre ? Ça aide à réguler la glycémie. D'accord. Donc, ça t'aide à avoir moins de pulsions et d'envie sucrée. Mais pour le sucre, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par un petit déjeuner salé, protéiné, riche en fibres. Et en plus, on a besoin de beaucoup de protéines le matin. Ouais. En fait, le matin, je fais une aparté, le petit déjeuner idéal, c'est des protéines, des céréales complètes et du bon gras. Alors, c'est pas forcément du salé, mais c'est mieux. Et si tu veux manger un morceau de fromage, mange-le le matin avec un morceau de pain au levain complet ou intégral, un blanc de poulet, de l'œuf. Et si tu es végétalienne, tu peux manger du houmous, du tartare d'algues. Ah oui, c'est sûr que c'est moins alléchant que des croissants au beurre, mais bon. C'est bon, mais une fois que tu l'as testé, que tu te rends compte que cette alimentation-là te donne de la dopamine, te permet de sécréter ta dopamine, de tenir plus longtemps dans la journée. Oui, qu'à 11h, tu n'as pas un coup de barre. Tu n'as aucun coup de barre sucré et que même tu n'as pas de coup de barre à 4 heures. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Ouais. Tu te dis, moi, je vais continuer à manger mon œuf le matin ou mon morceau de fromage ou mon houmous sur du pain complet. Et si vraiment tu es accro et que tu te dis, non, mais moi, l'idée de passer au salé le matin, c'est pas possible, on passe par une purée d'oléagineux. Oui, c'est ce que j'allais dire, purée d'amande. Une purée d'amande, tellement bon. C'est très bon. Sur une tranche de pain complet avec un thé vert et un jus de légumes, et c'est super. Alors pour les compléments, du coup, la suite. Pour les compléments, ce qui m'a aidé aussi, et par cure, quand vraiment je suis en crise sur les syndromes de l'intestin irritable, c'est le charbon actif. Ouais, ça aide beaucoup quand tu as des spasmes de ventre, tu sens qu'il y a de l'air dans ton ventre. C'est radical. Alors il faut le prendre à distance d'un autre traitement. Si tu es sous contraceptif, sauf si tu veux faire un bébé, ne prends pas ton charbon avec ta pilule ou tout autre médicament ou complément alimentaire, puisqu'il absorbe tout. Donc, il se présente en gélule. Mais moi, j'aime bien aussi même le boire en charcoal latte. C'est surprenant, mais c'est pas mauvais. Donc, tu fais avec quoi ? Avec du lait d'amande maison ? Oui, ou du lait d'avoine. Donc, toi, le lait d'avoine, tu le supportes ? Ça va. Tu le fais toi-même ou tu l'achètes ? Les deux sont possibles, parce qu'en fait, en soi, l'avoine n'est pas porteur de gluten. Oui, mais c'est la contamination avec les champs. C'est la contamination, exactement. Et également dans le traitement et la préparation, puisque c'est dans les mêmes lieux. Maintenant, tu as de l'avoine certifiée sans gluten. Et en soi, c'est déjà plus pauvre en gluten. Ouais, par contre, en lait d'avoine sans gluten, je suis pas sûre qu'il y en ait assez, t'en trouves en France ? Aux États-Unis, de toute façon, t'as tous les laits inimaginaux, mais en France, je sais pas, j'en ai jamais vu. C'est une bonne question. Ouais. Mais j'alterne, je ne prends pas que du lait d'amande, étant donné la quantité d'eau
que la culture des amandes nécessite. Je prends du lait d'amande, mais pas tout le temps. Oui, pour le coup, le développement durable Ouais. et les abeilles, c'est un peu compliqué avec le lait d'amande. Moi, je change. Tu vois, là, hier, j'ai fait mon lait de cajou maison, donc je les ai Ouais. fait tremper. Je mets un peu de sel et un petit peu de vanille. Sinon, bah oui, c'est lait de chanvre, lait d'amande, lait de soja, voilà. C'est bien de varier. Oui, exactement. Donc, je prends en poudre, tu vois, le charbon actif Ouais. et je fais chauffer un lait végétal et à 4 heures, c'est super. Avec du lait d'avoine, ça se marie le mieux, donc. Enfin, je suis sur du lait d'avoine, mais tu peux mettre du lait d'amande. Non, mais c'est bon à savoir, j'ai jamais testé. Je sais que dans certains restos, ils le font. Faudra que j'essaye chez moi, justement. Le lait d'avoine, il est hyper neutre en goût. Et souvent, il n'y a pas de sucre ajouté. Ouais, j'essayerai chez moi. Il faut essayer si tu le tolères. C'est ça. Alors, on va parler un petit peu là des repas idéaux. Donc, on va passer du côté de l'assiette pour que tu puisses inspirer nos auditeurs, si eux aussi ont des problèmes de bidou. Alors, contrairement à d'autres personnes, toi, tu conseilles de goûter, mais pas n'importe quoi. Ouais. En fait, ce que je conseille, donc si tu as pris un petit déjeuner salé, riche en protéines et en bonnes fibres, le midi de garder une céréale complète, un peu de protéines et beaucoup de légumes. Et tu me diras, mais c'est hyper austère, moi j'ai quand même envie d'un peu de sucre, et donc je vais dire de ne prendre jamais ton dessert après ton repas de midi, mais de prendre à 4 heures. Et de prendre un fruit entier avec, par exemple, une poignée d'amandes. C'est le moment où ton organisme va avoir un peu besoin d'énergie. Et c'est quand même la première fonction du sucre. Ouais. C'est de redonner de l'énergie. En dosant ce sucre, ne pas prendre n'importe quoi. Et puis oui, avec les amandes qui vont diminuer. Voilà, exactement. En l'associant avec un aliment qui va être riche en fibres. Pas prendre un jus de pomme, mais de prendre une pomme. Si tu peux prendre une compote, si tu ne supportes pas la pomme crue. Plutôt que de boire un jus d'orange, manger une orange complète. Ou un smoothie peut-être. Un smoothie fait maison impeccable. Avec des légumes, pas que des fruits. Il faut rajouter des fibres en fait et des oléagineux. Et si tu as envie de manger un carré de chocolat, mange un carré de chocolat avec un peu d'amande. Il faut qu'il y ait du plaisir. Ouais, il faut garder le plaisir, hein, sinon tu tiens pas. Non. Et ça t'aidera aussi en prenant un goûter, même petit. Même tu peux te faire des cookies à base de flocons d'avoine. Et ça va aussi te caler. Ça va t'aider à ne pas te jeter à 19h sur un morceau de fromage, un paquet de chips, ce qui te tombe sous la main. Parce que là, maintenant, tout de suite, tu as faim. Et c'est pas encore le temps de dîner, puisque le dîner n'est pas prêt. Ou c'est pas... Ce que tu peux faire aussi, c'est, j'imagine, des gâteaux à la courgette, à la carotte, etc. Et tu peux aussi peut-être couper des parts et les congeler. Comme ça, si vraiment t'as une faim, t'as envie d'un truc sucré, bah, au lieu de te jeter sur des cookies industriels de tes gamins, pouf, tu peux le décongeler. C'est une excellente astuce que je me fais moi. Parce que moi, je me jette là-dessus. Pas sur les biscuits des enfants, mais je me fais un cake. J'ai un banana bread que j'adore, que je fais avec des flocons d'avoine, de la noix de coco, du chocolat. Oh, ça doit être bon, ça. Il est mortel. Et donc, du Faut coup, que tu me donnes la recette. elle est sur le blog. Exciting. Je le coupe en morceaux et en effet, je le congèle et je sors une tranche. Ouais, j'aime bien mettre de la purée d'amande dedans, c'est bien. Alors là, pour le coup, c'est bien complet, hein, Ouais, c'est bien complet. Mais ça fait du bien. Ouais. Et puis le soir, tu vas manger un peu plus léger. Oui, après, c'est ça, tu t'adaptes en fait. Ouais. Ton dîner idéal, ça serait quoi? Beaucoup de légumes. C'est l'open bar aux légumes. Ouais. Manger tôt, des soupes, des salades en fonction de la saison. Pas trop de protéines. Voilà. Moi, c'est ce qui me réussit et c'est ce qui me va. Maintenant, pour ces messieurs, c'est difficile. Si tu leur donnes pas. Attends, ils sont pas contents. Je sais pas si tu connais ce sketch de Florence Foresti. Qu'est-ce que tu veux manger, mon chéri? La viande et des patates. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé n'est pas complètement fortuite. C'est difficile de ne pas leur donner une céréale, donc du coup, une céréale complète. Les hommes même adorent, ou même pas que les hommes, manger des pâtes, mais du coup, allons vers des pâtes complètes, des pâtes de lentilles corail. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les pâtes de lentilles corail parce que je les trouve assez neutres en goût. Ouais. Les pâtes de pois chiches en goût, je les trouve un peu plus difficiles. Enfin, après, c'est personnel. Et tu mets plein de légumes dedans. C'est en fait comme les enfants, ou alors tu fais une bonne sauce. Ouais. Tu vois, il aime pas les choux-fleurs, donc des fois je lui fais une bonne petite sauce et il sait même pas qu'il en a mangé. Alors, est-ce que tu continues à manger de temps en temps des choses que tu digères moins bien? J'imagine que oui, parce que tu pratiques le 80-20. Donc par exemple la raclette, je crois que tu aimes bien le fromage. Alors, j'aime pas tous les fromages. Je continue à manger de temps en temps, quand je suis pas dans le cabot, un peu de fromage de chèvre parce qu'il passe. Ouais. T'as quand même des fromages où il y a
peu de lactose, ou il y en a moins. Parmesan aussi, c'est pas mal. Comme le parmesan, ça passe. La feta, l'halloumi. Donc ça passe et je peux en manger un petit peu. Je me l'interdis pas complètement. Je me fais une raclette par an. Ouais, jour de fête. Elle l'attend toute l'année. Ça là pareil, c'est le jour de la raclette. À 9h du matin, allez, on est chaud les gars. C'est bon. Je ne vais pas m'interdire des choses. Mais le lendemain de la galette, je vais faire à fond sur le végétal. Je vais me réguler et je ne vais pas le lendemain manger plein de protéines, plein de gras. Ou tu ne vas pas faire un gros régime en mangeant, je sais pas, des haricots verts sans goût en boîte et une tranche d'endive et du jambon blanc. Non, tu vas juste miser sur plus de légumes, plus de chlorophylle, plus de vitamines, minéraux. Exactement, je vais me faire, tu vois, j'adore me faire par exemple un curry de légumes. Avec tous les légumes d'hiver, une bonne sauce avec la noix de coco et des épices. Ça, pour moi, c'est autant jour de fête, un curry de légumes, que la raclette. C'est très réconfortant. Ouais. J'adore ça, miam. Quels conseils pourrais-tu donner à ceux qui nous écoutent et qui ont des problèmes de digestion, notamment de microbiote ? Déjà, ça serait de consulter un praticien de santé pour faire une anamnèse et vraiment un diagnostic, c'est pas le terme, mais vraiment de faire l'état des lieux de là où ils en sont et de ce qu'ils ont. Tu peux avoir un déséquilibre de ton microbiote parce que tu as pris beaucoup d'antibiotiques, parce que tu as eu une grosse gastro par rapport à tes antécédents. Donc, de déterminer tes antécédents et d'essayer des choses. Essayer d'enlever, évidemment, le gluten, on n'en a pas parlé, mais de réduire le gluten, pas pour se jeter sur des produits hautement transformés sans gluten. Remplis de maïs. Remplis de maïs et de fécule et qui équivalent à du sucre, puisque c'est de l'indice glycémique élevé. Donc non, mais aller vers des céréales complètes, si on les tolère, si on n'est pas intolérant, ou des céréales naturellement sans gluten, comme le sarrasin, le quinoa, le riz. Donc, essayez des choses, essayez d'enlever les produits laitiers, testez sur vous ce qui marche ou ce qui ne marche pas et faites-vous accompagner. Si vous voyez une amélioration, creusez. Tester, c'est toujours la même chose. Il faut tester sur soi. Ouais. Et on pense c'est normal de vivre avec ces symptômes-là, mais non, c'est pas normal de vivre constipé, c'est pas normal de vivre avec le ventre gonflé non-stop. C'est pas normal d'aller à la diarrhée dès qu'on mange un fruit. Donc, si vous n'avez plus envie de vivre avec ces symptômes, testez autre chose. Et à côté de ça, gérez votre stress. Ouais. Le mot de la fin, plus ou moins. On va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Alors, comment peut-on s'éduquer plus facilement sur ce que l'on mange ? En suivant des naturopathes. Instagram, c'est quand même génial pour ça. Ou même des blogs. Mais c'est... Instagram, c'est génial. C'est mais tu as aussi, si je puis dire, à boire et à manger. Bien sûr. Puisque tu as cette vague Healthy qui est à la mode, c'est du vécu. Une Instagrammeuse qui se dit Healthy et qui te propose un menu avec du foie gras à Noël. C'est du vécu, j'invente pas. Donc, chacun suit qui il veut sur Instagram, mais suivez plutôt des naturopathes, des nutritionnistes, des gens qui ont suivi une formation sur le sujet. On n'est pas parfait. En tout cas, commencez par ça. On peut dire parfois on peut se tromper, on n'a pas toute la science, mais les gens ont fait des études et ils ont des connaissances qui pourront vous aider. Ouais, et puis la nutrition, ça change tout le temps. Ça continuera à changer. Exactement. Comme je te disais, avant 2005, on ne parlait pas des FODMAPs. Ni du bon gras, pas vraiment. À part le Saint-Hubert, peut-être, qui parlait du pseudo bon gras. Les margarines, la Saint-Hubert. Aujourd'hui, on parle du SIBO. Demain, on parlera... les recherches avancent. On ne parlait pas du pas de gluten et pas de produits laitiers il y a 10 ou 15 ans. Donc, on est en constante recherche et c'est intéressant. Et si on se revoyait dans quelques années, on aurait peut-être encore un autre discours parce qu'on aura découvert encore. On mange du sucre à fond, tu sais, le truc horrible. Les filles qui n'ont rien compris. Alors, Léna, il faut que je t'explique. En fait, j'ai trouvé la solution. Que du sucre, que ça. C'est les légumes qui nous pètent les bides. Parce que quand on parle du microbiote, tu sais, le microbiote, c'est l'équilibre de toutes les bactéries qu'en fait on a dans les intestins. C'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Tu as des bactéries pathogènes et des bactéries saprophytes. Donc, tu as les bonnes et les mauvais, tu as le bon et le mauvais flic. Et c'est l'équilibre entre les deux. Si tu manges trop de sucre et trop de produits qui ne vont pas être digérés, qui vont être agressifs pour la muqueuse de tes intestins, à force, ça va créer une porosité. Et tu vas avoir des nutriments qui vont passer cette barrière intestinale et qui vont se retrouver dans le sang alors qu'ils n'ont rien à y faire. Et c'est là que ça crée
l'inflammation et ça crée la maladie. Toutes les maladies qu'on a notamment en HIT ou les angines, toutes les maladies ORL, auto-immune aussi. Et les maladies auto-immunes, toutes les maladies inflammatoires, ça se passe dans le ventre. Je me souviens d'un groupe de restauration pour qui je travaillais, qui avait une chaîne de restauration rapide saine pour qui je travaillais, mais qui avait aussi d'autres chaînes avec de la restauration rapide, mais classique, avec des salades de pâtes, etc. Et les salariés administratifs mangeaient ce qui était proposé par les cuisines qui étaient à côté des bureaux. Et chaque fois que je venais, une fois toutes les 6 semaines, il y avait une des personnes du bureau qui était malade, qui avait une angine, une otite, une rhinite. Et je la voyais manger et du gluten et de la pâte à tartiner, tu sais, dont on ne doit pas prononcer le nom. Et qu'on connaît bien, vous savez, avec le palme. Avec plein d'huile de palme et plein de sucre. Et plein de produits laitiers. Et j'essayais de lui dire, mais t'es encore malade. Que tu manges. Et elle me regardait, elle ne comprenait pas qu'il y avait un lien direct avec le fait qu'elle soit malade de manière chronique et ses intestins. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Moi, j'avais des angines à répétition. Et quand j'ai arrêté le gluten et les produits laitiers, j'en ai pas eu une depuis. Ou peut-être une, mais sur 8 ans, quoi. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Moi, depuis que j'ai changé mon alimentation, depuis 2014, j'ai été malade 2 fois. Une fois en voyage et une fois j'ai attrapé un virus. C'est tout. Une habitude à supprimer. Les petits déjeuners sucrés, de manger sans mâcher. Le problème, c'est qu'on mange souvent soit en parlant avec des gens, donc on n'a pas le temps de mâcher parce qu'on est en train de parler, ou alors on va regarder, je ne sais pas, sur Netflix un truc ou sur l'ordinateur, donc on mange très vite. En fait, moi, ce que je recommande, c'est avant de manger, c'est de faire un peu de respiration de cohérence cardiaque. Je fais ça. Donc déjà, quel que soit le contexte dans lequel tu es, de stress, de fatigue, de pressé par la montre, ton rythme cardiaque va baisser. Du coup, tu vas manger plus lentement. On dit qu'il faut mâcher chaque aliment avant de l'avaler une 20aine de fois. En naturo, on recommande l'insalivation. C'est-à-dire que tu mâches, mais tu gardes ta bouchée, tu avales. La salive et un peu du jus que tu viens de fabriquer, mais tu n'avales pas tout de suite. Oui, c'est là où le travail commence. On dit qu'on doit manger liquide. Et si tu ne manges pas liquide, de toute façon, l'aliment qui va arriver dans ton estomac ne va pas être bien digéré. Il va arriver comme ça également dans tes intestins. Et tu en fait, intoxiques sans bien mâcher. Donc, bien mâcher, respirer, s'aérer tous les jours, pratiquer une activité sportive modérée mais tous les jours et trouver le plan alimentaire qui te va. Ce seraient les clés des meilleurs conseils que je puisse donner. J'ai une voix là. Tu vois, moi effectivement je fais mes respirations avant de manger, donc je me pose et je regarde mon assiette, je contemple, je remercie ceux qui ont produit les légumes, la terre. Ça paraît un petit peu bohème, non, pas mais en fait tout. Non, c'est la connexion avec la vie, avec la terre, et du coup tu te nourris de toute cette belle énergie, quoi. Ça s'appelle manger en conscience. Ouais. Moi je vais te dire que quand j'ai mes petites herbes aromatiques et quand je les cueille, je remercie. Je remercie le thym, je remercie le basilic qui m'a donné les feuilles. J'ai cette connexion à la nature, donc remercier ça me parle. Moi, je déteste gâcher et jeter parce que pour moi, la nature est un don. Elle a fabriqué, elle a donné de l'énergie pour faire pousser ou pour produire un aliment. Elle a donné de l'énergie pour que cet aliment il soit transformé, qu'il soit transporté, qu'il arrive jusqu'à toi et que toi tu arrives à lui. Tout ça, l'essence, les transports en commun, la logistique, l'électricité dans les magasins, tout ça c'est de l'énergie qu'on puise et qu'on demande à la nature. Pour un aliment qui va finir à la poubelle, c'est de l'énergie pure que tu jettes. Pour moi c'est impossible. Et ça m'arrive d'oublier au fond du frigo quelque chose qui va être périmé. Je demande pardon à la nature quand je jette quelque chose. Mais c'est bien, tu sacralises. Et quand je mange, puisque c'était la question d'origine, je savoure chaque bouchée, je mâche, je mange en conscience et le repas doit durer longtemps. Et du coup, le deuxième effet qui se coule quand tu mâches beaucoup et que tu manges en conscience, c'est que tu as la sensation de satiété qui arrive beaucoup plus vite et tu manges moins. Quelles règles aimerais-tu que le gouvernement change concernant l'alimentation ? Alors, j'ai toute une liste de doléances. Allô, Matignon.
Peut-être l'arrêt des pesticides, hein, vraiment de manière drastique. Plus d'alimentation bio et végétarienne dans les cantines des écoles. Des taxes sur les produits transformés, les produits trop riches en sucre, les produits contenant de l'huile de palme. Et le dernier point, c'est la reconnaissance de la formation de naturopathie, puisqu'on est un des rares pays à ne pas considérer que c'est une formation diplômante et qualifiante. Je ne dis pas que c'est le Saint Graal, mais une reconnaissance, ça serait pas mal. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander et que tu aimerais dire ? On parlait tout à l'heure des compléments alimentaires. Sur les compléments alimentaires, ce qui m'aide aussi, c'est de faire des cures de probiotiques. Ça, vraiment, ça m'aide beaucoup. Les conseils que je pourrais donner, c'est de diminuer la consommation de café, de boire beaucoup d'eau, mais pas en plus des tisanes, en plus du thé par jour, hein, en plus des jus, de ce qu'on peut manger. Vraiment de l'eau pure qui va vraiment beaucoup aider à la digestion. Apprendre à gérer son stress. Alors, je ne dis pas qu'on doit tous aller voir un psy, mais traiter ses blessures émotionnelles, trouver les points de blocage et trouver ce qui nous va bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien de me connecter à la nature et de marcher ou de voir de la nature, de faire du yoga ou de la méditation, ou même de nager. Danser. Pour certains, c'est chanter. Faire de la musique. Voilà, cuisiner. Ouais, exactement. Moi, je me ressource énormément dans mon activité de création culinaire et de photo culinaire. J'ai besoin absolument d'avoir une activité créative et une activité manuelle tous les jours. Donc du coup, je pratique des do-it-yourself depuis des années, depuis toujours. Ça change de l'ordinateur. Ouais, et franchement, il faut se reconnecter à soi. On disait tout à l'heure tester, et là peut-être les gens disent mais à la fin de ce podcast je suis complètement perdue, je ne sais pas du tout si je dois faire les FODMAPs, pas les FODMAPs. Tester ce qui est bien pour vous, pour se reconnecter à soi-même et à sa propre nature. C'est le meilleur chemin et c'est le meilleur conseil si on devait en retenir qu'un. Remonter le fil de son histoire, voir ce qui est bien pour soi. Moi, j'ai découvert, on a mis le mot, il y a 3 ans, j'ai découvert que je faisais partie des gens qu'on appelle hypersensibles. Et bien depuis, je chemine sur cette hypersensibilité pour vivre dans les meilleures conditions. Et il y a un lien pour moi absolument direct entre le syndrome de l'intestin irritable, le stress et l'hypersensibilité. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est on progress. Reconnectez-vous, à ce qui vous fait du bien, à votre histoire, et puis rajoutez du naturel. Rajoutez des plantes, allons à la simplicité, remercions la nature est un don. Qu'est-ce qu'on fait pour elle ? Elle a fait tellement pour nous. De toute façon, c'est un tout. On fait partie de la nature, elle fait partie de nous. Donc se reconnecter à elle, c'est se reconnecter à nous. Si elle est déséquilibrée, on l'est aussi. Oui. Merci pour ces paroles. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, on peut me trouver sur mon blog faitmoicroquer.com. Je partage beaucoup de recettes et quelques articles sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Fais-moi croquer, Facebook et Pinterest. Ok. Merci Bénédicte. Merci Léna. À bientôt. À bientôt.